Bonjour à tous. Alors, nous allons faire aujourd'hui les artériopathies oblitérantes du membre inférieur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'abord, d'une manière générale, c'est la pathologie artérielle. Il faut savoir que la pathologie artérielle comprend trois entités. Premièrement, lorsqu'on a donc un problème au niveau de l'aorte ou ce qu'on appelle la maladie artérielle aortique. Et puis, lorsque c'est les artères qui sont touchées, donc on parle de maladie artérielle coronaire. Et puis, la dernière, ou celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lorsqu'on a une pathologie au niveau des artères du membre inférieur, ou ce qu'on appelle les artériopathies périphériques. Alors, on commence d'abord par la maladie artérielle aortique. La maladie artérielle aortique est définie par une dilatation focale et permanente de l'artère avec perte de parallélisme des parois et ce qu'on appelle communément les anévrismes. Il faut savoir que l'étiologie principale des anévrismes est l'athérosclérose. Et lorsqu'on parle d'athérosclérose, donc obligatoirement, on doit rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire d'athérosclérose et retenir dans ce cas précis donc, de pathologie de l'aorte que le tabagisme est le facteur de risque cardiovasculaire le plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, les localisations les plus fréquentes d'anévrisme de l'aorte concernent surtout l'aorte abdominale. Avec ces trois entités-là, donc l'artère surrénale, les artères poplitées et les artères iliaques. Ces anévrismes prennent deux types de formes. La première, celle-là que vous voyez donc ici, ce qu'on appelle les anévrismes fusiformes. Et la deuxième forme, donc, c'est cette image-là que vous voyez donc à côté, ce qu'on appelle les anévrismes sacciformes. Il faut savoir que ce type d'anévrisme est exposé donc à une rupture. Donc, le risque là, c'est la rupture de cet anévrisme. On peut avoir donc une complication assez grave. L'autre chose aussi à savoir, c'est que l'athérosclérose ou bien l'anévrisme de l'aorte abdominale peut toucher, donc, ou bien peuvent toucher l'aorte ascendante. Alors, comment on fait le diagnostic d'anévrisme de l'aorte abdominale? Eh bien, souvent, donc, le diagnostic se fait d'une manière fortuite. Lorsqu'on fait une échographie abdominale ou un scanner abdominal pour un patient pour autre chose, pour un autre symptôme, pour une autre pathologie, donc on tombe assez souvent, c'est donc un anévrisme de l'aorte abdominale. Et plus rarement, on peut faire un diagnostic suite à une complication. Donc, ça peut être un embole qui est parti, qui s'est détaché de cet anévrisme, qui est parti boucher donc une artère périphérique, ce qu'on appelle les embolies distales. Parfois, l'anévrisme est tellement important, donc il peut comprimer les organes du voisinage, donc on peut avoir, donc ça peut être un signe d'appel. Et malheureusement, et heureusement que c'est rare, parfois c'est carrément donc un syndrome de rupture et ce n'est pas évident de récupérer le patient dans ce cas précis. Alors, quand est-ce qu'il faut proposer donc, une solution à ces patients? Premièrement, c'est lorsqu'on a un anévrisme important, au-delà de 5 cm de diamètre. Deuxièmement, lorsqu'on a une progression ou une évolution rapide de l'anévrisme qui dépasse les 0,5 cm par an. Et troisièmement, c'est lorsque donc on a une forme sacciforme, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on sait que le risque de rupture est très important, donc il faut les prendre en charge rapidement, c'est ce type d'anévrisme. Et puis, quatrièmement, c'est lorsque l'anévrisme est symptomatique, et le maître symptôme là, c'est la douleur abdominale. Dernière indication donc, pour faire un geste, c'est lorsqu'on est devant un anévrisme associé à une artériopathie oblitérante du membre inférieur invalidante. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ces patients? Donc, deux types de traitements. Soit on les traite par voie endovasculaire, donc par voie fémorale, sans apport chirurgical. Donc, on mettra une prothèse renforcée d'un stent. Donc, on va exclure l'anévrisme donc par ce type de prothèse. Donc, ça se fait par voie fémorale. Ou bien carrément l'option chirurgicale, donc on ouvre et on enlève l'anévrisme ou la partie pathologique de la hanche et le chirurgien va placer donc une prothèse qui va donc coudre de part et d'autre de cette aorte. Alors, deuxième entité, c'est la maladie artérielle coronaire et qui regroupe l'insuffisance coronaire stable ou longueur stable et syndrome coronaire aigu. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense que vous avez fait déjà donc l'insuffisance coronaire stable et vous ferez donc dans les prochains jours les syndromes coronaires aigus. Alors,
Donc, la troisième entité, celle qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui, c'est les artériopathies périphériques. Il faut savoir que le tableau clinique des artériopathies périphériques diffère ou bien dépend de la localisation. Donc, on peut avoir un accident vasculaire cérébral constitué ou bien un accident ischémique transitoire lorsque l'artériopathie concerne les carotides. Et on peut avoir aussi donc, une douleur à l'effort au niveau du doigt ou carrément un tableau d'ischémie aiguë lorsque l'artériopathie touche le membre supérieur. On peut avoir aussi donc, une insuffisance rénale ou une hypertension artérielle ou les deux associés. Donc, en cas d'atteinte des artères rénales, on peut avoir une ischémie mésentérique chronique ou une ischémie mésentérique aiguë lorsque les artères mésentériques sont touchées. Comme on peut avoir aussi donc, une artériopathie oblitérante du membre inférieur lorsque la localisation de l'artériopathie se trouve au niveau du membre inférieur. Alors, je vais vous faire ce cours-là, donc sous forme de cas clinique que je vais commenter au fur et à mesure. Je me suis dit peut-être c'est mieux que de faire un cours magistral à 100%. Et je me suis dit peut-être le message passera mieux comme ça, donc à travers cette visioconférence. Donc, vous me répondez après, c'est ça, bien évidemment, à travers vos questions, est-ce que c'est une formule qui vous arrange ou bien vous préférez donc la formule de donner un cours magistral. De toute façon, il n'y a pas de souci, je vous envoie aussi donc un polycope où c'est bien détaillé, donc l'artériopathie oblitérante du membre inférieur ainsi que l'ischémie aiguë du membre inférieur. Alors, on revient à notre cas. Donc, c'est un patient âgé de 61 ans et qui consulte à notre niveau, à votre niveau plutôt, pour douleur thoracique. Donc, il vous dit que j'ai mal, docteur, au niveau de la poitrine dès que je fais un effort. Et cet effort-là, donc, il réapparaît à chaque fois. Je fais le même effort, ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Donc, ma question est facile. Donc, quel est votre diagnostic? Quel diagnostic vous allez évoquer? Je crois que c'est une question facile, donc tout le monde va répondre qu'il s'agit d'un longueur d'effort ou d'une angine de poitrine. Donc, effectivement, il s'agit bel et bien d'un symptôme en faveur d'un longueur d'effort. Donc, par la suite, certainement, vous allez chercher les facteurs de risque cardiovasculaire, sachant que l'angine de poitrine, l'étiologie principale de l'angine de poitrine est l'athérosclérose. Donc, vous allez rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire, l'athérosclérose. Vous allez poser la question à votre patient, est-ce qu'il fume ou pas? Est-ce qu'il est hypertendu ou si est-ce qu'il est diabétique ou pas? Et vous allez rechercher aussi une dyslipidémie. Et puis, vous allez faire aussi donc, la sémiologie cardiovasculaire. Donc, vous devrez rechercher les antécédents cardiovasculaires de ce patient ou le terrain. Donc, vous allez chercher donc, est-ce que le patient n'a pas fait d'accident vasculaire cérébral auparavant? Est-ce qu'il n'a pas fait d'infarctus du myocarde ou d'ischémie digestive aussi? Alors, les facteurs de risque, vous les connaissez, les facteurs de risque modifiables et d'autres non modifiables. Là aussi, donc, il faut retenir que le tabagisme est le facteur de risque cardiovasculaire le plus important en cas d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Alors, vous devriez faire aussi un examen cardiovasculaire complet et vous allez axer votre examen et vous allez faire aussi un examen vasculaire détaillé. Vous allez prendre la tension au niveau des deux bras. Vous allez rechercher de manière systématique les pouls et vous allez ausculter les trajets vasculaires à la recherche d'un souffle. Et vous devrez examiner aussi la peau et les fanères du membre inférieur de votre patient. Donc, l'examen cardiovasculaire de notre patient, de notre cas clinique, alors apparemment, donc, il n'a pas d'antécédent ce patient, et puis voilà l'examen, il a une tension correcte, à 130/80, il n'a pas de souffle sur les trajets vasculaires, l'examen de la peau et du fanère est normal. Alors, la seule anomalie qu'on a trouvée, c'est qu'on n'a pas pu palper le pouls fémoral droit. Donc, on est en présence d'un patient avec un examen normal, sauf l'absence du pouls fémoral droit. Donc, ma deuxième question, quel est votre diagnostic maintenant? Donc, certainement, on va retenir longueur d'effort et vous allez rajouter un autre diagnostic à cette longueur d'effort. Il s'agit d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur associée à cette longueur. Alors, dans ce cas précis, l'artériopathie oblitérante du membre inférieur est définie par l'absence de ce pouls fémoral. Donc, il s'agit d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique puisque le patient
ne se plaint de rien. Donc, finalement, on a retenu le diagnostic d'ombre d'effort avec associé à une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique chez notre patient. Donc là aussi, l'athérosclérose est le facteur de risque cardiovasculaire ou bien l'étiologie principale de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. On ne va pas donc se répéter, les facteurs de risque cardiovasculaire sont les mêmes donc, que celles de la coronaropathie. Alors, d'autres étiologies peuvent donc être responsables d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Il faut y penser lorsqu'on est devant un jeune patient sans facteur de risque cardiovasculaire. Il faut penser donc à ce type de pathologie, donc la thrombongite de Berger. Il faut penser aussi parfois donc, à certaines artériopathies inflammatoires qui peuvent donner de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, notamment chez la femme sans facteur de risque cardiovasculaire, comme la maladie de Takahashi ou la maladie de Horton. Donc, alors, on a diagnostiqué une artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique chez ce patient. Alors, pourquoi les patients ils sont asymptomatiques, malgré qu'ils ont un problème donc, un réel au niveau des artères du membre inférieur? Voilà donc quelques explications. Donc, les raisons du caractère asymptomatique, parfois, c'est parce que ces patients-là réduisent leur activité journalière, donc ils ne marchent pas beaucoup. Comme c'est le cas chez notre patient, parce qu'il avait un angor, donc du coup, il est gêné par rapport donc, à cet angor, donc il ne marche pas beaucoup, et du coup, il ne ressent rien au niveau du membre inférieur, donc ça peut être une explication. Deuxième explication, aussi que l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, c'est l'apanage du sujet âgé, donc elle est assez fréquente chez le sujet âgé, et on sait que chez le sujet âgé, il y a beaucoup de troubles neurologiques donc chez le sujet âgé, notamment le patient diabétique. L'autre explication aussi, parfois, en présence de lésions, on a des lésions sténosantes, mais elles ne sont pas importantes, ou bien il y a des lésions importantes et qui sont bien suppliées donc, par une circulation collatérale. Et je vais vous expliquer ça. Donc, vous allez voir, alors, on va sur cette image d'artériographie. Vous voyez donc là l'aorte surrénale qui se bifurque en deux artères, l'artère iliaque gauche et l'artère iliaque droite. Et ce que vous constatez, qu'il y a une interruption donc, de l'artère iliaque droite à ce niveau-là. Donc, il y a plus de passage du sang donc, de la partie proximale à la partie distale. Ce n'est pas pour cette raison que le membre ne sera pas irrigué, puisque vous voyez là, donc, il y a des voies de réinjection secondaire qui permettent donc l'irrigation quand même du membre. Alors, c'est comme, par exemple, si vous voulez aller d'un point à un autre, par exemple, si vous voulez assister au cours, à mon cours à la fac centrale, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire donc, maintenant à cause du confinement. Donc, vous allez prendre certainement le chemin le plus rapide, donc vous allez prendre l'axe principal qui est l'autoroute, mais si elle est bouchée, vous allez prendre des voies secondaires, des raccourcis, donc vous allez arriver quand même donc, à la fac, mais vous allez mettre plus de temps. C'est la même chose lorsqu'on a donc l'axe artériel principal est bouché, c'est pas pour cette raison que le membre ne sera pas irrigué, il y aura toujours donc des voies secondaires qui permettent donc l'irrigation de ce membre, souvent d'une manière insuffisante, mais ils vont quand même donc irriguer ce membre-là, ce qu'on appelle la circulation collatérale ou bien la circulation de suppléance. Alors, il faut savoir que l'artériopathie oblitérante du membre inférieur asymptomatique est le tableau clinique le plus fréquent. C'est presque un patient sur deux avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur est asymptomatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que le pronostic ou bien la morbimortalité est identique aux patients avec une naomie symptomatique. Donc, ils ont le même pronostic, symptomatique ou asymptomatique. Alors, donc, pour cela, on devrait dépister les patients donc asymptomatiques. On devrait faire un dépistage systématique. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on va dépister tout le monde? Donc, le patient qu'on doit le dépister, non, il y a des règles, donc on ne va pas dépister tout le monde. Premièrement, on va dépister les patients avec une anomalie à l'examen clinique, comme c'est le cas chez notre patient. Donc, un patient sans pouls, ou bien un patient avec un souffle artériel, ou bien un patient avec une masse pulsatile au niveau de l'abdomen, donc en rapport avec un anévrisme de l'aorte abdominale. Donc, voilà les patients qu'il faut dépister. Donc, les patients avec anomalie à l'examen clinique, il faut les dépister. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il n'y a pas d'anomalie à l'examen clinique, là aussi, il y a des règles. Donc, on ne va pas dépister donc, tout le monde. On va dépister que donc, les patients
on va dépister que les patients, excusez-moi. Donc, on va dépister le patient âgé de plus de 70 ans avec un autre facteur de risque cardiovasculaire, le patient diabétique ou tabagique âgé de plus de 50 ans et le patient avec un risque cardiovasculaire intermédiaire ou élevé. Ça veut dire quoi, un risque cardiovasculaire élevé ou intermédiaire? Pour vous simplifier un peu les choses, c'est les patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire auparavant. C'est un patient qui a fait un infarctus du myocarde ou qui a fait un AVC ou autre chose. Alors, comment on va faire le dépistage? Donc, on fera un examen qui est indolore, un examen simple, ce qu'on appelle l'index de pression systolique. Alors, il consiste à quoi cet examen? En réalité, c'est un écho-doppler de poche. Donc, un écho-doppler de poche qu'on utilise pour prendre la pression systolique au niveau de la cheville, puisqu'on ne pourra pas la prendre avec un brassard normal, ce n'est pas la même anatomie. Donc, on utilisera ce type de brassard pour prendre la pression au niveau de la cheville droite et gauche, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir comment on le fait donc, sur le plan pratique et on va parler donc après. Le brassard a donc été positionné à la cheville. On met une noisette de gel qui permet la conduction des ultrasons. La sonde va être positionnée ici en regard de l'artère tibiale postérieure avec un angle de 45 degrés par rapport à la peau. On gonfle le brassard. Disparition du signal. On dégonfle le brassard. La réapparition du signal donne la pression systolique. Très bien. Donc, vous avez vu comment on fait pour prendre la pression systolique au niveau de la cheville. Il faut savoir qu'une fois qu'on a pris donc, cette pression systolique au niveau de la cheville, on doit la prendre donc, à droite et à gauche. Alors, l'EPS, c'est le rapport entre la pression systolique de la cheville, c'est la pression systolique du membre supérieur la plus élevée. Donc, on prendra la pression droite ou gauche, celle qu'on trouve la plus élevée. Normalement, à l'état normal, la pression systolique au niveau de la cheville et au niveau du membre supérieur est la même. Donc, si on fait un rapport, donc obligatoirement, on va trouver un chiffre qui est égal à 1. Par contre, s'il y a une sténose ou s'il y a une occlusion d'une artère du membre inférieur, automatiquement, la pression au niveau du membre inférieur, elle sera basse. Donc, si on fait ce rapport-là, on va tomber donc, sur un chiffre qui est inférieur à 1. Donc, on parle d'hémodynamique normale lorsqu'on a un index de pression systolique entre 0,9 et 1,3. On parle d'artériopathie oblitérante du membre inférieur lorsqu'on a un EPS moins de 0,9, bien compensé entre 0,75 et 0,9, peu compensé entre 0,4 et 0,75 et sévère, moins de 0,4. Alors, et pour les patients avec un index de pression systolique supérieur à 1,3, là, pour ces patients-là, on ne pourra pas trancher. Pourquoi? Parce que souvent, ces patients-là avec un index pareil ont des artères calcifiées, ce qu'on appelle la médiacalcose. Ça se voit chez le patient diabétique, le patient âgé, le patient aussi en insuffisance rénale ou bien le patient dialysé. Qu'est-ce qu'on fait donc à ces patients pour avoir la certitude de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur? Donc, on fera un autre examen qui ressemble à un index de pression systolique pris au niveau de la cheville, mais cette fois-ci, on ne va pas le prendre au niveau de la cheville, on va le prendre au niveau du gros orteil, ce qu'on appelle l'index de pression au gros orteil. Alors, c'est le même principe, donc on mettra un petit brassard adapté donc, au gros orteil. On va essayer donc, avec le doppler de poche qu'on a vu tout à l'heure, donc à chercher le pouls au niveau du gros orteil et on prendra donc une pression systolique à ce niveau-là. Même chose que ce que vous avez donc tout à l'heure sur la vidéo. Et puis on va diviser donc cette pression, c'est la pression qu'on trouve au membre supérieur. Si le rapport est inférieur ou égal à 0,7, on pourra parler dans ce cas-là d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on va revenir à notre cas clinique.
rappelez-vous, donc le fameux patient avec un corps d'effort et un pouls abouli, mais qui n'avait pas de symptômes. Donc, on l'a traité, par rapport à son angine de poitrine, bien évidemment. Donc, il s'est amélioré sur le plan clinique par rapport à l'angine de poitrine. Et du coup, donc, le patient, donc, on lui a conseillé de faire du sport. Il a commencé à marcher. Eh ben, le problème, c'est qu'il revient un mois après. Et il nous a dit que, voilà, donc, malgré les médicaments, il se plaint donc d'une douleur au niveau du mollet. Alors, il nous a dit que cette douleur-là, elle est un type de crampe, elle ressemble à une crampe, et qu'il est obligé d'arrêter donc la marche. Alors, ma question dans ce cas-là, quel est votre diagnostic? Je crois que c'est tout le monde qui va me répondre qu'il s'agit d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur symptomatique dans ce cas-là, puisqu'il se plaint d'une claudication intermittente. La claudication intermittente, donc on a vu donc, chez ce patient-là, donc généralement, c'est une douleur à type de crampe au niveau du mollet et elle est largement suffisante pour poser le diagnostic d'AOMI symptomatique. Il faut savoir que ce tableau clinique est aussi moins fréquent que le tableau asymptomatique. On peut la retrouver chez à peu près 45% du patient. Théoriquement, la claudication est définie comme une fatigue, un inconfort, une douleur. Elle apparaît dans un groupe musculaire parce qu'elle peut concerner aussi donc, la cuisse, les jambes, donc les pieds. Donc, il n'y a pas que le mollet qui peut être touché. Il faut savoir aussi que parfois, les patients peuvent se plaindre d'une douleur donc atypique, comme l'angine de poitrine. Donc, l'angine de poitrine, il y a l'angine de poitrine angineuse stable, il y a aussi des équivalents donc, qui sont atypiques. La même chose pour la claudication intermittente. Il faut savoir aussi qu'elle oblige le patient à s'arrêter, ça on l'a déjà dit. Donc, elle peut être localisée au niveau du pied, la cuisse, la hanche, et qu'il faut savoir aussi qu'elle cède à l'arrêt de l'effort. Et dernier point, la claudication intermittente, ou ce qu'on appelle l'ischémie d'effort, n'est pas une urgence. Donc, l'examen clinique, on ne va pas s'étaler sur ça puisqu'on l'a déjà fait. Donc, vous devrez donc faire un examen cardiaque, qui est un examen vasculaire complet. Et il faut donc faire la part des choses. Donc, il y a des diagnostics différentiels donc, à éliminer. Il y a certains patients donc, avec des problèmes vasculaires qui peuvent donner, on peut avoir donc, un semblant de claudication intermittente. Notamment les patients donc, avec une thrombophlébite, avec plutôt donc, une insuffisance veineuse chronique ou une thrombophlébite, ils peuvent avoir donc, un semblant de claudication intermittente. Certaines pathologies rhumatologiques comme l'arthrose de la hanche, du genou, de la cheville donc, peuvent donner un équivalent de claudication intermittente. Et aussi le canal lombaire étroit ou bien certains sciatalgies peuvent donner donc, des problèmes qui ressemblent un peu à la claudication intermittente artérielle. Donc, nous avons vu que l'artériopathie oblitérante du membre inférieur est en rapport avec une diminution de calibre des artères du membre inférieur. Nous avons vu qu'elle peut être symptomatique ou asymptomatique. Nous avons vu aussi que l'étiologie principale est l'athérosclérose. Et nous avons vu aussi que le diagnostic, on pourra le faire facilement en se basant sur la clinique et la mesure de l'index de pression systolique. Alors, dans un premier temps, vous avez aussi, dans un premier temps, il n'y a pas de souffrance viscérale. Et puis, par la suite, on peut avoir donc, une claudication ou une douleur donc, à l'effort. Et puis, dans un stade ultime, si le patient n'est pas pris en charge, on peut donc aller vers carrément donc, une ischémie critique de ce membre-là. Et le risque d'amputation est très, très important. Donc, théoriquement ou schématiquement, on peut classer l'artériopathie oblitérante du membre inférieur en 3 situations. Donc, le stade asymptomatique, le stade d'ischémie d'effort et le stade d'ischémie de repos qu'on va faire par la suite. Qu'il faut faire la part des choses. Donc, là, on parle donc d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. L'ischémie est une entité à part qui est principalement liée à des processus cardio-emboliques. Donc, ça n'a rien à voir avec l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on fera ça vers la fin.
Alors, il y en a plusieurs classifications qui ont essayé de classer les artériopathies oblitérantes du membre inférieur. Il y a la classification des anglo-saxons de Redford. Vous avez la classification de Lurich et Fontaine, que je pense que vous la connaissez, c'est la plus ancienne. C'est une classification clinique qui classe les patients en 4 stades. Le stade asymptomatique, le stade de claudication intermittente, qui est le stade 2. Le stade 3, c'est lorsqu'on a les douleurs de décubitus. Et le stade 4, c'est lorsqu'on a des troubles trophiques. Donc voilà, donc c'est une classification clinique. Mais actuellement, la tendance, c'est plutôt, on a tendance à utiliser cette classification. Donc c'est plutôt les chirurgiens qui utilisent donc cette classification et classent l'artériopathie oblitérante du membre inférieur en 3 stades. Le stade asymptomatique, le stade d'ischémie d'effort et le stade d'ischémie de repos. La particularité de cette classification, c'est une classification clinique hémodynamique. Et vous allez voir, on va voir donc par la suite, lorsqu'on fait l'ischémie de repos, comment on va faire la preuve hémodynamique. Et c'est pour ça que cette classification est plus intéressante pour le chirurgien, pour les indications donc, opératoires par rapport aux autres classifications, comme la classification de Lurich et Fontaine. On revient à notre cas clinique. Donc, le patient qui est revenu donc, un mois après pour claudication intermittente, voilà sa pression artérielle avec de 140-80 mm de mercure. Et on a pris donc, la pression au niveau de la cheville gauche, on a trouvé, au niveau de la tibiale postérieure gauche, on a trouvé 140. Et au niveau de la tibiale postérieure droite, on a trouvé 90 mm de mercure. Ma question là, calculer l'index de pression systolique de ce patient. Rappelez-vous que l'index de pression systolique, c'est le rapport entre la pression systolique de la cheville et la pression systolique humérale. Donc, si on va s'amuser à le calculer ici, à gauche, donc on va diviser 140, regardez ici, donc c'est 140, c'est 140, donc à gauche, l'index de pression systolique est égal à 1, c'est normal. À droite, si on s'amuse à diviser 90 sur 140, on va trouver 0,64, donc c'est en faveur d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Si on va voir donc l'interprétation clinique de l'EPS, on est dans cette case-là, donc on est en présence d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur peu compensée. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire chez ce patient pour documenter l'atteinte artérielle du membre inférieur? Donc, cliniquement, on sait qu'il s'agit bel et bien d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur, symptomatique. On a fait l'EPS, on a trouvé un EPS à droite à 0,64, donc on est en présence d'une AOMI peu compensée. Là maintenant, quel examen complémentaire vous allez demander pour documenter l'atteinte artérielle du membre inférieur? La réponse, donc on fera un échodoppler. Donc l'échodoppler permet le diagnostic positif. Il permet aussi un diagnostic topographique et le retentissement. Et vous voyez donc cette image-là, donc cette sténose qui n'est pas complètement obstructive de cette artère du membre inférieur. Alors, il faut savoir aussi une chose, que parfois on a tendance à faire des tests à l'effort chez ces patients-là avec artériopathie oblitérante du membre inférieur. On a vu tout à l'heure l'EPS, donc on le fait au repos. Parfois, on peut le faire donc à l'effort chez certains patients. Certains patients ont des doutes, donc l'EPS est dans une zone grise, on n'arrive pas à trancher, donc on pourra faire l'EPS donc en faisant un genre d'épreuve d'effort, donc c'est une épreuve d'effort standardisée, donc on fera qu'un seul palier avec une vitesse 3,2 km par heure et une pente de 12%. Et on va mesurer la pression systolique au niveau de la cheville, soit au moment de l'effort ou bien après. S'il y a une chute, on valeur absolue de la pression systolique de la cheville de moins de 30 mm de mercure. Donc, on peut conclure qu'il s'agit d'une AOMI donc, symptomatique et qui n'est pas très bien compensée. Ou bien, s'il y a une chute de l'index de pression systolique de plus de 20%, dans ce cas-là, on peut donc retenir le diagnostic d'AOMI hémodynamique ou bien avec retentissement hémodynamique. Alors, par la suite, quel examen complémentaire vous allez faire pour documenter la maladie artériosclérose? Vous savez que l'athérosclérose, c'est une maladie diffuse. Donc, si on a une artériopathie oblitérante du membre inférieur, obligatoirement, vous devriez rechercher les autres territoires. Vous devrez rechercher donc une autre atteinte dans d'autres territoires, puisque c'est une maladie diffuse, l'athérosclérose.
D'ailleurs, la preuve, ce patient, il a un longueur d'effort et en même temps, il a une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on devrait faire d'une manière systématique un écho-Doppler des carotides et de l'aorte et des artères rénales. Et pour les coronaires, donc on doit faire un ECG ou une écho de stress ou un coroscanner. Donc voilà le bilan d'extension, si vous voulez, d'athérosclérose qu'on doit faire chez tout patient avec un longueur d'effort, une angine de poitrine ou bien avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc à chaque fois qu'on est devant et la localisation de l'athérosclérose dans un territoire, on doit chercher donc ailleurs une autre localisation. La question numéro 5, donc quel est le traitement que vous allez donner à ce patient? Alors, le premier volet du traitement, c'est un entraînement à la marche. Donc, on va demander au patient de faire du sport. Vous allez me poser la question, comment on va demander à un patient qui n'arrive même pas à marcher, d'ailleurs, il venait donc à votre consultation la deuxième fois parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Alors, comment on va lui demander de faire de la marche? Alors, vous pouvez me croire, donc c'est le premier volet du traitement recommandé et ça donne de très très bons résultats. Voilà ce qui est recommandé. Donc, on demande aux patients de faire 3 séances d'une heure par semaine pendant au moins 3 mois ou bien carrément un exercice quotidien au-delà de 30 minutes. Donc, dans d'autres ailleurs, il y a des centres spécialisés pour ça. Nous, on n'a pas de centre pour ça, donc on pourra donc apprendre donc en consultation à le patient de faire ça. Vous pouvez me croire, il pourra petit à petit améliorer son périmètre de marche et ça donne de très très bons résultats par la suite. Alors le deuxième volet donc, du traitement, c'est la prise en charge médicamenteuse. Mais avant de donner des médicaments donc, à notre patient, on doit corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, si le patient est un fumeur, donc il doit arrêter la cigarette, on peut l'orienter chez un médecin spécialisé ou une consultation spécialisée et un tabacologue, donc il pourra l'aider pour l'arrêt de la cigarette. S'il est diabétique, on doit équilibrer son diabète. Et il faut avoir donc un hémoglobine glycosylée moins de 7%. Et c'est les dyslipidémiques qu'on doit donc le traiter. Et on doit avoir donc un taux d'LDL, le mauvais cholestérol, moins de 0,7 g par litre. Et c'est l'hypertension, on doit traiter aussi son hypertension artérielle. Et l'objectif tensionnel chez ces patients-là, donc les patients avec artériopathie oblitérante du membre inférieur, on n'a pas besoin d'avoir donc un chiffre moins de 130-80. Donc c'est recommandé d'avoir une pression moins de 140-90 mm de mercure. Donc, on arrive à la prise en charge médicamenteuse. Donc, on parle de prévention secondaire. Pourquoi? Parce que le patient a fait donc, un événement. Donc, il a fait un ongot, il fait une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on n'est plus dans la prévention primaire, on est dans la prévention secondaire. La prise en charge médicamenteuse, donc, le traitement, donc, la première molécule qu'on prescrit, donc, c'est les antiagrégantes plaquettaires. Donc, on pourra donner de l'aspégique entre la dose recommandée, c'est la dose antiagrégante plaquettaire entre 75 et 325 mg. On a tendance à donner à nos patients des sachets à 100 mg. On pourra donner donc un inhibiteur des antipyruviques 12, donc on pourra donner du Plavix aussi, si le patient est allergique à l'aspirine ou s'il ne supporte pas l'aspirine, on pourra donc lui donner du Plavix. Alors, une chose importante à retenir, il faut savoir qu'actuellement, les antiagrégantes plaquettaires, ils sont recommandés seulement chez le patient symptomatique. Donc, le patient asymptomatique, on n'a pas à lui donner donc, les antiagrégantes plaquettaires. Ça, c'est nouveau. Donc, selon les dernières recommandations, avant de donner les antiagrégantes plaquettaires pour tout le monde, une fois qu'on fait le diagnostic d'AOMI symptomatique ou asymptomatique, on prescrit l'aspirine. Mais depuis presque 2 ans, on a tendance à ne plus donner donc, de l'aspirine chez le patient asymptomatique. Pourquoi? Parce que donc il y a des études qui ont été faites et on a trouvé qu'il y a un risque hémorragique important sans qu'il y ait un bénéfice donc évident. Voilà pourquoi on revient sur la prescription systématique de l'aspirine chez le patient avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc ça, c'est la première chose. Alors les anticoagulants n'ont pas de place dans l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc là, on est en train de parler de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc il ne faut pas mélanger avec l'ischémie aiguë. L'ischémie aiguë, le traitement de base, c'est les anticoagulants, mais l'artériopathie oblitérante du membre inférieur, il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant. Alors, les statines, ils sont recommandés chez tous les patients avec une AOMI, symptomatique ou asymptomatique.
Il faut savoir que les statines ont un effet bénéfique, un effet stabilisateur plutôt de plaques d'athérosclérose, que ce soit donc au niveau du membre inférieur ou bien au niveau des artères coronaires. Donc ça, c'est pour ça qu'ils sont recommandés, donc c'est pour ça qu'on les donne d'une manière systématique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, donc les statines, on sait qu'ils vont donc diminuer le mauvais cholestérol, donc ils vont diminuer le LDL cholestérol. Alors, les IEC, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, ou bien les antagonistes donc, de l'angiotensine 2, on les donne chez le patient avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. S'il est hypertendé, s'il n'est pas hypertendé, on ne les donne pas d'une manière systématique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant, on les donnait d'une manière systématique chez le patient hypertendu ou pas. Mais actuellement, on les donne seulement chez le patient hypertendu. Donc, s'il est hypertendu, on doit donner donc, cette molécule IEC, ou bien s'il y a une intolérance, on donne ARA2. Donc, voilà les deux médicaments préférés ou de prédilection qu'on doit donner en cas d'hypertension artérielle chez le patient hypertendu avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Il faut savoir que les bêta-bloqueurs n'ont plus de place pour le traitement de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur parce qu'il fait un temps qu'on donnait donc même les bêta-bloqueurs pour traiter l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Alors, pour résumer tout ça, je sais que c'est un peu barbant. Pour résumer donc, tout ça, donc, il faut noter qu'en cas d'ischémie d'effort, donc en cas d'AOMI avec claudication intermittente ou d'AOMI symptomatique, donc on donne de l'aspirine, une statine et on donne un IEC si le patient est hypertendu. Donc voilà donc les trois classes thérapeutiques qu'on pourra donner chez le patient avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur symptomatique. Aspirine, statine, donc bithérapie, IEC ou ARA2, c'est le patient est aussi hypertendu. Donc ça c'est facile. Chez le patient avec une AOMI asymptomatique, là, donc on ne donne pas d'aspirine, on donne seulement donc, des statines et on donne un IEC, c'est le patient est hypertendu. Donc il n'y a pas, vraiment, c'est pas très compliqué pour retenir ça. Alors, comment on gère une claudication intermittente sur le plan pratique? Donc, en présence d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur avec symptomatique, donc avec une claudication intermittente, c'est recommandé de commencer par un traitement conservateur. C'est-à-dire, on va contrôler les facteurs de risque, on va demander aux patients de faire de l'entraînement physique ou de l'exercice, on va donc prescrire donc, une bithérapie, rappelez-vous, donc bithérapie statine et antiagon plaquettaire, et aussi si le patient est hypertendu pendant 3 à 6 mois. Donc voilà ce qui est recommandé dans un premier temps chez le patient avec AOMI symptomatique. Donc généralement, ça donne de très très bons résultats et d'ailleurs, c'est prouvé, 75% de nos patients vont répondre donc, à cette prise en charge conservatrice. Donc par la suite, tout va bien, donc on va observer juste les symptômes et les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, donc on revient à notre cas. Le patient, donc, encore d'effort avec claudication intermittente, rappelez-vous, il revient, on l'a traité, il a commencé à faire du sport, mais malheureusement, au bout de 3 mois, il revient parce qu'il a toujours mal, donc persistance du symptôme. Alors, dans ce cas-là, vous allez faire quoi à ce patient? Quel examen complémentaire vous allez faire à notre patient? Vous pouvez faire un angioscanner ou une artériographie. Alors, l'idéal, c'est de faire un angioscanner. Et si vous voyez qu'il y a un problème, c'est l'angioscanner, c'est moins invasif que l'artériographie. Si vous voyez qu'il y a quelque chose sur l'angioscanner qui se prête à une angioplastie, donc il faut mieux donc, proposer le patient après à une artériographie pour faire un geste en même temps. Si vous voyez que ça s'apprête plutôt, c'est très compliqué et ce n'est pas faisable l'angioplastie chez ce patient-là, il faut le proposer d'emblée donc, à la chirurgie. Donc, vous allez voir, donc, notre patient, on a fait donc, un angioscanner et on est tombé sur une lésion donc, focale. Par la suite, donc, on a réalisé une artériographie. Voilà donc l'artériographie de notre patient. Vous voyez qu'il y a une lésion critique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Donc, il n'y a presque pas de passage du sang donc, à travers l'iliaque droite. Ce qui explique donc, la persistance du symptôme malgré le traitement conservateur. Donc, le corps conservateur, ça n'a pas donné grand-chose. Donc,
Chez ce patient, on est dans ce cas précis, donc après 3 mois, donc il rentre dans les 25%, les résultats ne sont pas très favorables, donc c'est recommandé de faire donc, un angio-scanner, et puis par la suite, si vous voyez que, si on voit qu'un geste interventionnel est faisable, donc on fera une artériographie pour faire une angioplastie. Si on voit qu'il n'est pas faisable, donc on propose au patient d'emblée à une chirurgie vasculaire. Donc voilà ce qu'on a fait chez notre patient. On a réalisé une angioplastie donc au ballon, et le patient donc, est sorti donc, le jour même avec un très bon résultat. Alors l'angioplastie, c'est comme celle qu'on réalise au niveau du coronaire. Donc c'est la voie d'abord, c'est par voie artérielle fémorale ou bien par voie radiale. Donc on mettra donc un stent de part et d'autre de cette lésion, et comme ça donc on permettra une irrigation correcte du membre. Alors, donc, quand est-ce qu'on propose un traitement chirurgical interventionnel chez le patient? Première indication, c'est lorsque le patient continue à se plaindre malgré le traitement, un traitement conservateur donc, bien conduit, donc au bout de 3 mois, comme c'est le cas chez notre patient. Donc, on n'a pas à proposer un traitement interventionnel chirurgical d'emblée. Donc, on propose d'abord un traitement conservateur, et puis tout va bien, tant mieux. On a vu que 75% de nos patients vont répondre à ce traitement. Dans le cas, dans les 25% restantes, dans ce cas-là, on doit proposer autre chose aux patients, donc soit un traitement chirurgical ou bien un traitement interventionnel. Alors, il y a 2 cas où on pourra proposer d'emblée, sans qu'on passe par un traitement, sans qu'on attend les 3 mois du traitement conservateur. Le premier cas de figure, c'est lorsqu'on a des lésions proximales invalidantes. On va voir un exemple par la suite. Ou bien lorsqu'on a des lésions menaçantes, c'est-à-dire qu'on a une lésion serrée, mais il n'y a pas de collatéralité. Donc, ces 2 cas de figure, on pourra proposer d'emblée un traitement chirurgical ou interventionnel à ces patients-là, bien évidemment avec le traitement conservateur. Alors, voilà un exemple d'un patient avec une lésion proximale invalidante. Vous voyez là, donc, il y a une oblitération de l'iliaque droite, de l'iliaque gauche, ou ce qu'on appelle une oblitération du carrefour aortique. Donc, ce patient, il se plaint d'une claudication avec douleur fessière. Il a une impuissance, il a une abolition du pouls fémoraux d'une manière bilatérale, et ce qu'on appelle le syndrome de l'Ullrich. Donc, le syndrome de l'Ullrich regroupe une oblitération du carrefour aortique, une claudication intermittente avec douleur fessière, une impuissance, une abolition bilatérale du pouls fémoraux. Alors, qu'est-ce qu'on propose donc, comme solution à ces patients? Donc, d'emblée, on va proposer donc, un traitement chirurgical, parce que ce n'est pas évident de réaliser une angioplastie donc, à ce niveau-là. Généralement, ces patients-là se traitent par donc, un traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on va proposer? Il y a 2 types de traitements chirurgicaux. On pourra donc faire soit un pontage par prothèse ou bien un pontage par une veine. Et vous voyez donc chez ce patient-là, puisque l'obstruction est très haute, donc on sera obligé de faire 2 abords, un abord abdominal et un abord au niveau du membre inférieur. Donc on ne pourra pas faire donc, un pontage veineux, donc on fera un pontage plutôt par prothèse aorto-fémorale. Le pontage veineux, donc c'est une veine qu'on prélève du membre inférieur, et on va court-circuiter la sténose de part et d'autre de cette sténose. Ce type de pontage est proposé chez les patients avec donc une lésion, donc plutôt distale, pas donc une lésion proximale au niveau du carrefour aortique. Alors, donc voilà les trois techniques ou les 3 types de traitements à proposer pour l'artériopathie obstructive du membre inférieur, soit donc une angioplastie ou bien un pontage. Mais rarement une endarterectomie qui est une désobstruction, c'est presque non utilisable par les chirurgiens. Donc, on revient donc à notre cas, le pauvre, il revient 5 ans plus tard. Il a toujours, donc cette fois-ci, il signale des douleurs nocturnes du membre inférieur droit. Alors, il vous dit, docteur, donc ces douleurs-là, donc elles viennent juste après le coucher, quelques minutes après le coucher. Ils sont calmés par la position jambe pendante et que son périmètre de marche est de moins de 50 mètres. Et voilà, donc l'examen vasculaire de ce patient, vous voyez donc qu'il y a une lésion donc, vasculaire au niveau de la cheville. Alors, les pouls fémoraux sont palpables, par contre, les pouls sous-jacents sont absents. La pression artérielle à 160/85 et on n'a pas trouvé de souple sur les trajets carotidiens. Ma question là, donc, quel diagnostic vous allez évoquer et comment vous allez le confirmer?
Alors, donc pour résumer un peu, le patient il revient pour douleur de décubitus avec trouble trophique. Trouble trophique, c'est la lésion vasculaire que vous avez vue. Alors, ça, c'est le témoin d'une ischémie critique. Là, ce qu'on appelle une ischémie critique du membre inférieur. Alors, et avant de retenir ce diagnostic d'ischémie critique, on n'a pas le droit donc, de dire qu'il y a ischémie critique, point, en se basant sur la clinique, on doit faire la preuve hémodynamique. Comment on va faire la preuve hémodynamique? Vous allez voir. Alors, l'ischémie critique est définie par des douleurs de décubitus ou troubles trophiques, comme c'est le cas chez notre patient qui évolue depuis au moins 15 jours, avec une pression systolique de la cheville, on pourra la prendre avec l'index de pression systolique, avec le Doppler de poche. Si elle est inférieure à 50, donc on peut retenir le diagnostic d'ischémie critique. Chez le diabétique, on exige un chiffre de 30. Ou bien, si on mesure la pression au niveau de l'orteil, elle doit être inférieure à 30. Il y a une troisième méthode de mesure, ce qu'on appelle la mesure de la consommation transcutanée de l'oxygène. Et on va voir comment on fait ça. Elle doit être inférieure à 30 pour retenir le diagnostic d'ischémie critique. Donc voilà l'appareil qui mesure la consommation transcutanée de l'oxygène. C'est simple, c'est un petit capteur qu'on met sur la peau, sur le pied, puis il va mesurer donc cette consommation d'oxygène. Normalement, chez un sujet normal, doit être supérieure à 60. En cas d'ischémie critique, donc elle doit être inférieure à 40 à 35 mm de mercure. Alors, donc, on est au stade d'ischémie critique, c'est la même chose, on parle d'ischémie critique ou ischémie de repos, c'est la même signification. Alors, heureusement, ce stade n'est pas très fréquent, on le retrouve chez 5% des patients ayant une artériopathie du membre inférieur. Et il faut savoir que l'ischémie critique est une urgence thérapeutique et ça n'a rien à voir avec l'ischémie aiguë. Donc, l'ischémie critique, c'est une chose, et on avait la définition, on va voir par la suite c'est quoi une ischémie aiguë. Alors, donc, voilà la pression au niveau de la tibiale postérieure, elle est de 70. Et au niveau de la tibiale postérieure droite, elle est de 40. Les pilieuses, on n'a pas pu mesurer la pression au niveau des pilieuses. Quelles sont vos premières prescriptions thérapeutiques? Donc, si on revient donc, vers ces chiffres-là, donc au niveau de la tibiale postérieure droite, elle est de 40. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on parle d'ischémie critique, c'est inférieur à 40 mm de mercure. Alors, les prescriptions, la stratégie de traitement de l'ischémie critique, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on doit, donc, puisque c'est des patients qui ont très mal, on doit donc les soulager, on doit prescrire un traitement antalgique, on doit les traiter par des antibiotiques parce qu'il y a un risque d'infection important. Et puis, on doit faire une évaluation rapide du profil artériel. Comment on l'a fait? On doit faire une artériographie donc d'emblée. Et on fera soit une angioplastie, si on arrive à la faire d'une manière rapide. Si on n'arrive pas à la faire, on peut proposer donc le patient une revascularisation chirurgicale. Dans certaines situations, les patients arrivent dans un stade assez grave et assez dramatique, avec une gangrène gazeuse et un tableau de septicémie, une altération de l'état général majeur, ce qu'on appelle l'ischémie dépassée. Dans ce cas-là, on ne va pas trop tergiverser, on fera une amputation d'emblée afin de sauver pas le membre, mais afin de sauver le patient. Donc, en cas, si on peut faire une revascularisation par angioplastie ou bien chirurgicale, tant mieux. Si on n'arrive pas, s'il y a échec, donc là, il faut procéder à une amputation du membre. Donc, j'ai terminé avec l'artériopathie oblitérante du membre inférieur. J'espère que vous avez compris. Donc, on passe maintenant donc, à l'ischémie aiguë du membre. Donc, vous allez voir que l'ischémie aiguë du membre ressemble un peu à l'ischémie critique, mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est deux entités différentes. Il faut savoir que l'ischémie aiguë du membre est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et quel est en rapport avec une interruption brutale de la circulation artérielle au niveau d'un ou de plusieurs artères du membre inférieur, et qu'elle est grave, puisque le taux de mortalité est de 30%, puisqu'elle va menacer donc en quelques heures la vitalité du membre et du patient. Il faut savoir que l'obstruction artérielle en rapport avec une ischémie aiguë donc, est en rapport avec deux mécanismes, soit c'est un embole qui a bouché l'artère complètement, ou bien c'est une thrombose en rapport avec soit c'est artère saine, ou bien c'est une artère pathologique. Alors, comment on fait donc la différence entre les deux mécanismes? On peut donc faire donc, la part des choses en se basant sur
Déjà, vous voyez ici, c'est l'âge du patient. Donc, un patient jeune, beaucoup plus, il s'agit d'une embolie, donc qu'un patient, un patient âgé, c'est plutôt une thrombose artérielle. L'apparition de l'ischémie aiguë du membre inférieur en cas d'embolie est brutale, elle est progressive en cas de thrombose, elle est sévère et aiguë donc en cas d'embolie, et elle est plus modérée en cas de thrombose artérielle. Et puis, souvent, donc, il y a des anomalies cardiaques en cas d'embolie artérielle. En cas de thrombose, il n'y a pas de problème généralement cardiaque. Et les facteurs favorisants, donc souvent, on va trouver une arythmie ou un patient qui a fait un infarctus ou il y a une valvulopathie sous-jacente en cas d'embolie artérielle. Par contre, en cas de mécanisme thrombotique, c'est plutôt, on va trouver un bas débit cardiaque et c'est l'artériographie. Lorsqu'on on arrive à réaliser une artériographie, vous allez voir qu'il y a un arrêt en cupule en cas d'embolie artérielle. Par contre, en cas de thrombose artérielle, l'arrêt est irrégulier. Souvent, donc, en cas d'embolie artérielle, souvent, donc, c'est un petit caillot qui part d'une cavité cardiaque dans 75% du cas et qui va donc bloquer une artère de même diamètre. Assez souvent, c'est la fémorale commune qui va être bouchée. Donc, ce petit caillot qui part d'une cavité cardiaque, il va boucher plutôt donc, la fémorale, assez souvent la fémorale commune. Voilà l'exemple d'une embolie poplitée et du trépied jambier. Alors, en cas d'ischémie en rapport avec une embolie, il faut toujours rechercher donc, une embolie dans les autres territoires. Parce que souvent, lorsque on est en présence d'une ischémie en rapport avec une embolie, c'est des emboles qui partent un peu partout. Donc, on doit rechercher d'autres localisations, notamment si le patient a une douleur abdominale, on doit donc penser à l'ischémie isentérique. Si le patient a des douleurs lombaires, on doit rechercher une ischémie rénale. Et si le patient a fait donc, une hémiplégie ou une aphasie, on doit rechercher une ischémie cérébrale. Alors, le deuxième mécanisme, donc, c'est la thrombose. Souvent, donc, la thrombose survient chez des patients avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Parfois, elle peut survenir sur des artères saines. Donc, ça, c'est en rapport avec une hyperviscosité sanguine. Quelques causes qui sont rares, comme la dissection aortique. La dissection aortique peut s'accompagner d'une ischémie du membre inférieur. Certains médicaments peuvent entraîner donc, une ischémie aiguë du membre inférieur, des contraceptifs oraux ou bien des dérivés de l'ergot de sel. Donc voilà les étiologies généralement de l'ischémie aiguë du membre inférieur. En fonction donc, de l'origine, si on a l'origine cardiaque, souvent c'est en rapport avec une ACIAPA ou bien une valvulopathie ou bien une endocardite. Rappelez-vous que l'endocardite, vous avez fait déjà le cours sur l'endocardite, qu'on peut avoir un embole septique qui part donc d'une végétation et qui va aller boucher soit une artère du membre inférieur ou bien du membre supérieur. L'origine artérielle, généralement, c'est en rapport avec un anévrisme aortique ou iliaque. C'est des artères pathologiques, souvent c'est une aggravation aiguë d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur, c'est-à-dire artère saine. Souvent, on a une ischémie sur l'artère saine, il faut penser donc, à une thrombopénie induite par l'héparine ou bien un syndrome myélopyréen prolifératif ou bien un syndrome des antiphospholipides. Sur le plan clinique, retenez les 4 P des anglo-saxons pour faire le diagnostic d'ischémie du membre inférieur. C'est quoi ces 4 P? Tumeur, pâleur, abolition du pouls et froideur. Donc voilà les 4 P des anglo-saxons pour retenir le diagnostic d'ischémie du membre inférieur. Alors, sur le plan clinique, toujours, le niveau d'obstruction artérielle repose sur la palpation du pouls, bien évidemment, et le niveau supérieur des signes d'ischémie. Donc, si on a si l'ischémie se localise au niveau de l'aorte, ou si au niveau de l'aorte, on ne va pas avoir de pouls donc, fémoral des deux côtés. Donc, on va avoir une ischémie de membre inférieur. C'est l'embole ou bien la thrombose au niveau de l'artère iliaque. Donc, on va avoir une ischémie d'un seul membre. Donc, on n'aura pas un seul pouls fémoral qui sera aboli. Si on a donc une ischémie en rapport avec un embole ou une thrombose au niveau de l'artère fémorale superficielle ou poplitée, donc on va avoir une ischémie de jambe avec un pouls poplité abolé. En cas d'ischémie distale, donc souvent c'est une embolie ou une thrombose au niveau du trépied jambier.
Il faut savoir que les lésions nerveuses s'installent rapidement en cas d'ischémie du membre inférieur au bout de 12 heures et les lésions musculaires au bout de 6 heures. Et la vitalité du membre, c'est 24 à 48 heures. La gravité de l'ischémie du membre inférieur dépend du niveau d'obstruction, de la cause de l'ischémie, de l'existence d'une circulation collatérale ou pas, de la pression artérielle systémique et que le risque vital après 6 heures est engagé. Alors, les examens complémentaires, est-ce qu'on doit faire des examens complémentaires ou bien on n'a pas le droit de faire des examens complémentaires? Alors, vous allez voir qu'on n'a pas à faire des examens complémentaires. En fait, les examens complémentaires, c'est en fonction de la gravité de l'ischémie. Voilà une classification que vous pouvez trouver donc, sur le Polycope aussi. Donc, M. Redford a classé l'ischémie du membre inférieur en 3 stades. Le premier stade où le membre n'est pas menacé, donc stade viable, on va dire. Le deuxième stade où le membre est vraiment très menacé, seulement, sauf qu'il est récupérable. Et le troisième stade, ou stade irréversible, où c'est l'ischémie dépassée, où le risque d'amputation est très, donc, très indiqué. Alors, pour les examens complémentaires, donc on n'a pas à faire d'examen complémentaire si on est en présence d'une ischémie sensitivo-motrice. Donc, si on est au stade, au classe 2 de la classification de Redford, on n'a pas à faire d'examen complémentaire. Donc, parce que cela va retarder la prise en charge chirurgicale. On doit appeler un chirurgien donc, le plus tôt possible pour donc, revasculariser ce patient. Si on est au stade A, donc l'ischémie subaiguë, si vous voulez, donc on pourra faire un échodoppler ou une artériographie, évaluer les possibilités thérapeutiques. Cela, on doit le faire donc rapidement. Donc on a le temps pour faire ces examens, mais on doit le faire rapidement. Si on est au stade 3, généralement, c'est le stade de l'amputation, donc il ne faut pas trop tergiverser, il faut amputer le membre du patient. Alors, le traitement, donc, on doit le débuter rapidement, donc mise en condition du patient, on donne de l'oxygène et le traitement, la pierre angulaire du traitement, c'est les anticoagulants. Donc, on doit donner d'emblée une dose de charge d'anticoagulants à base d'héparine et une dose d'entretien après la revascularisation. On doit soulager le patient, on doit lui donner donc, des antalgiques, on doit protéger le membre. Il faut savoir que l'ischémie du membre inférieur est une urgence chirurgicale, puisqu'au-delà de 6 heures, le risque d'amputation est majeur et que ce geste chirurgical peut être guidé par une artériographie qu'on pourra faire éventuellement, donc on peut faire opératoire. Donc, le traitement chirurgical consiste à faire une embolectomie par sonde de Fogarty. Parfois, donc, s'il y a échec donc à ce type de traitement, généralement, ça donne des résultats. Dans 95% du cas, on pourra réaliser, dans le cadre d'urgence, soit un pontage donc en fonction de l'organisation par prothèse ou bien par une sapane au pontage veineux. Il faut savoir qu'il existe d'autres options thérapeutiques comme la fibrinolyse in situ ou la thromboaspiration. Alors, comment donc, on doit procéder en cas d'ischémie du membre inférieur ou la stratégie de prise en charge? Donc, si on est au stade de A, donc stade d'ischémie modérée, le patient, on va le traiter par les anticoagulants rapidement. On fera un bilan thérapeutique, une artériographie éventuellement et une revascularisation chirurgicale rapide. Si on est au stade 2 où l'ischémie cellulaire, le patient doit être revascularisé immédiatement. Bien évidemment, on donnera aux anticoagulants. Seulement la dose de charge et la dose d'entretien après. Et si on est au stade d'ischémie dépassée, là, le traitement est l'amputation car le membre ne peut pas être sauvé et le pronostic vital est méconnu. Alors, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, donc je peux vous répondre par une autre visioconférence. Vous pouvez me poser des questions donc, via votre délégué ou bien sur Facebook. Merci et bon courage. À la prochaine.